Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre dans votre émission Zone Franche. Ce dimanche matin, nous recevons pour vous Expérience Tébé, acteur engagé de l'opposition et membre du cadre de concertation des forces de l'opposition. Son regard critique et ses analyses sont précieux pour nous pour décrypter les enjeux qui rythment en ce moment la vie de notre nation et même celle de la sous-région. Au cours de cette émission, donc, nous aborderons des sujets brûlants d'actualité. Nous reviendrons, entre autres, sur la situation sécuritaire préoccupante dans le nord de notre pays, marquée, vous le savez, par la persistance des attaques terroristes. Et nous interrogerons notre invité sur l'analyse de l'opposition et les pistes de solutions qu'elle propose. Nous ferons le point sur la dernière sortie médiatique du cadre de concertation des forces de l'opposition. Quels sont les messages qui ont été délivrés et quelles sont les prochaines étapes de la lutte pour cette plateforme mise en place il y a quelques mois? Eh bien, l'horizon 2026 et les prochaines échéances électorales seront bien sûr au cœur de nos discussions. Avec cette interrogation, l'opposition se rapproche-t-elle de ses objectifs ou les défis à relever sont-ils encore très nombreux? Nous tenterons d'y voir plus clair avec notre invité Expérience Tébé. Bonjour. Bonjour, monsieur Franck. Merci d'être avec nous. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonjour. Eh bien, nous faisons place au débat. Pour vous qui êtes en direct, qui nous suivez en ce moment, cette émission que je co-dirige avec Éric Guédénon. Mon collègue Éric, bonjour. Bonjour à vous, Franck Arnoux. Bonjour à toutes ces personnes qui nous regardent en ce moment. Président Espérance Tébé, bonjour. Bonjour, monsieur Eric. Merci d'être avec nous ce dimanche matin. C'est moi. Dans l'introduction de Franck, vous avez déjà une idée des sujets que nous allons aborder. Nous allons commencer par cet événement malheureux du 17 avril dernier. Le Bénin a été frappé à nouveau. Nous avons payé un lourd tribut au passage. Quelle appréciation faites-vous de la façon dont le Bénin se défend face à l'ennemi? Merci, c'est un plaisir pour moi de me retrouver à nouveau sur votre plateau. Et malheureusement, dans cette période de deuil que nous traversons avec les événements auxquels vous faites allusion, ce que notre pays a vécu le 17 avril dernier, encore une frappe de nos ennemis qui, malheureusement, cette fois-ci, nous a fait payer un très lourd tribut. Nous avons toute l'opposition réunie au sein du cadre de concertation. Les partis, tous les acteurs politiques ont saisi cette occasion pour présenter nos condoléances à toute la nation, à nous tous. Nous avons déploré à nouveau ces événements qui malheureusement persistent en dépit de tout ce que nous avons déjà connu par le passé. Je pense que c'est l'occasion une fois pour nous et pour les acteurs, surtout les autorités qui dirigent le pays, de se remettre en cause, de corriger ce qui ne va pas, oui, de revoir les curseurs. Se remettre en cause sur quel aspect, Voyez-vous, les événements du 17 avril, il y a un point, le point dit, point triple, qui a encore subi une nouvelle attaque. Nous avons déjà été frappés à ce niveau. Vous conviendrez avec moi que pour des novices comme nous, que l'ennemi vienne nous frapper au même point à plusieurs reprises et que ça se passe comme nous avons vu, on est tenté de se dire que quelque chose ne va pas à notre niveau. Et c'est là où nous interpellons nos autorités à revoir leur stratégie. Visiblement, quelque chose n'a pas marché. Et c'est là, justement, à ce niveau, que nous déplorons une fois encore le silence des responsables en charge de ces opérations. Vous auriez souhaité qu'ils fassent quoi? D'abord, nous aurions souhaité que, à cette occasion, les Béninois profitent pour mieux connaître leur ministre en charge de la Défense. Vous ne le connaissez pas? Bon, je vous le dis parce que combien de fois vous avez vu... Non, vous le connaissez ou vous ne le connaissez pas? Non, pas M. Tébé. Je parle des Béninois, des milliers, de 5 millions de Béninois qui voudraient être rassurés, voudraient savoir que des responsables sont en train de s'activer. Que ce ne soit pas seulement des images de nos frères qu'on a attaqués au front avec les pertes que nous avons vues là, qui nous parviennent, qu'on puisse venir nous rassurer. Mais vous savez que ces images participent d'une stratégie de l'ennemi. Vous le savez. Ces images ne vous sont pas parvenues parce que justement ça devait être là. Justement. Et c'est pour ça que
les responsables, nous, les autorités, devraient intervenir d'une manière ou d'une autre. En tout cas, pas pour venir exposer stratégie de guerre ou quoi, mais pour rassurer les populations. Vous aurez souhaité un message, un discours de la part du ministre de la Défense? Tout au moins, tout le moins, le ministre en charge de la Défense, si les autorités militaires, les responsables militaires ne doivent pas s'exprimer même publiquement à cette occasion. Par exemple, les heures qui ont suivi, nous avons appris à travers certains médias que le chef d'état-major a rencontré des gens dans la Takura. Bon, il aurait été bien que de façon solennelle, une autorité une autorité avisée puisse prendre la parole et nous dire exactement ce qui s'est passé et nous rassurer. Alors, dans ces cas, M. Tébet, est-ce que c'est beaucoup plus les discours ou la façon de gérer de façon discrète la situation qui importe? Vous auriez souhaité qu'on commence par en parler à tout vent, c'est ça? Vous vous souvenez que ce n'est pas pour la première fois qu'un État est en proie à ce genre de situation. Nous avons vu ça dans le monde entier. Vous avez vu les événements du 11 septembre. Quelques heures après, le président s'est exprimé. Ce n'est pas la même taille, M. Espérance. Non. Ce dont vous évoquez... Ce qui s'est passé dans l'Atakura, le 17 avril, vous ne pouvez pas démentir que ça a été d'une taille que nous n'avons pas connue par le passé. Et il est fort, ça veut dire que progressivement, l'ennemi prend, comment appelle-t-on, de l'envergure dans ces attaques-là, et il est à craindre que ça continue. Si par le passé, nous avons connu une trentaine de gens qu'on a perdus au cours d'une attaque, et cette fois-ci, on va à 53 ou 54. Bon, vous voyez, ça fait peur. Et ça, qu'on dise que c'est le Bénin, c'est le Bénin de Béhanzin, de Guézo, qu'on a connu par le passé, qui est en train d'essuyer des pertes comme ça, dont l'armée essuie des pertes comme ça inquiète, et il aurait été bien que les responsables en charge de la sécurité, de la défense, voilà, vous auriez souhaité qu'il y ait une communication gouvernementale plus accrue, c'est ça? Pour rassurer nos populations. Pour que parce que si c'est l'ennemi seul qui vient dire un mot pour intimider davantage, vous convenez avec moi que ça peut avoir un effet sur la psychologie des citoyens. De toutes les façons, cette situation appelle de la part des autorités une meilleure prise en charge de la situation. Et à y voir au fond... Une meilleure prise en charge de la situation. Et c'est là où j'en viens. Actuellement, le gouvernement ne prend pas la situation à cœur? Non, pas exactement. Tout au moins, les mesures n'ont pas permis d'endiguer ou du moins de repousser définitivement ces attaques. Les grands pays qui ont de plus grands moyens que nous continuent de subir les assauts de ces terroristes-là, les États-Unis, la France, et dans bien d'autres pays, même au Mali où on a acquis des milliards d'équipements contre le terrorisme, ça frappe toujours de ces côtés-là. Chez nous, c'est vrai qu'on a commencé par connaître ça depuis 2022. Est-ce qu'on ne fait pas suffisamment d'efforts pour contenir surtout dans la zone triple, si vous connaissez bien cette zone assez vaste, où les seules forces béninoises ne pourront pas contrôler entièrement la situation? Oui, vous avez évoqué la situation au niveau mondial. Permettez-moi de vous dire que lorsqu'on regarde par exemple le bilan mondial des décès dus au terrorisme, selon Global Terrorism Index 2025, les décès, plus de décès ont été enregistrés dans la zone du Sahel chez nous. C'est en Afrique, dans la zone du Sahel, qu'il y a eu plus de décès depuis 2023. Et je veux dire le Burkina, le Mali et le Niger. Et voilà que nous sommes à côté de ces États. Ça veut dire que la menace a commencé par peser davantage sur nous et qu'il faille prendre des dispositions plus accrues. C'est également au même moment que vous avez observé des difficultés au niveau diplomatique que nous avons eu avec ces États-là. C'est pour ça que, en face de la situation actuelle, il est difficile de dire que c'est une insuffisance de mobilisation au niveau sécuritaire chez nous. Mais par contre, on peut dire sans risque de se tromper que le défaut de communication, parce que le terrorisme, c'est un phénomène transfrontalier.
Et si nous n'avons pas une bonne coopération militaire, diplomatique avec ces États du Sahel, où le phénomène est déjà plus avancé, il est évident et on doit continuer par craindre que la menace puisse continuer par progresser à notre niveau. C'est pour ça que des mesures urgentes doivent être prises dans ce sens. On ne peut pas continuer dans la léthargie que nous observons au niveau des relations entre le Bénin et les États du Sahel. Là. Vous faites bien de relever ce déficit de coopération entre le Bénin et ses États voisins, oui. Mais ce n'est pas la volonté qui a manqué. Nous avons vu Patrice Talon aller échanger avec le capitaine burkinabé pour que justement une coopération soit trouvée, pour qu'ensemble on puisse travailler et faire face à l'ennemi. Mais me semble-t-il que les voisins n'ont pas été sensibles à cette démarche. Et justement, c'est pour ça que cette fois-ci, il faut qu'on lève un peu plus de cran. Il faut qu'on aille un peu plus loin. En faisant quoi précisément il faut solliciter. Encore Oui. Non, si c'est nécessaire, s'il faut y retourner, il le faut. Mais ce qu'il faut faire tout de suite, c'est de solliciter les leaders religieux, la société civile, parce que ces États du Sahel, bon, c'est des États pour la plupart musulmans. Je pense nous pensons qu'en sollicitant l'aide de la communauté musulmane ici ou d'ailleurs, ils les mettent beaucoup plus à contribution pour parler avec les autres. Parce que on ne peut pas, si la menace, on ne peut pas parce que mon mitoyen, il y a des problèmes chez le voisin, des problèmes de voisinage, et que si je ne peux pas parler avec lui, donc je vais laisser, par exemple, les gens sauter le mur et venir m'agresser tous les jours et continuer d'observer et dire que nous avons des problèmes. Là, il faut solliciter les gens qui pourront aller parler à leurs homologues là-bas pour pouvoir toucher davantage les autorités de ces pays, les autorités qui sont à la tête de ces pays en ce moment, pour que, à tout le moins, au niveau de la coopération militaire, ils puissent s'entendre pour endiguer ce phénomène. Parce que dans un contexte où les voisins nous accusent régulièrement de faire, en tout cas d'héberger des bases, d'œuvrer pour la déstabilisation de leur pays, dans ce contexte-là, qu'est-ce que vous voulez que le Bénin fasse concrètement, que le Bénin fasse pour les amener à la raison? Mais justement, c'est pour ça que nous devons redoubler d'efforts. C'est justement ce contexte qui nous oblige à redoubler d'efforts dans ce sens, de dialogue avec eux pour trouver un compromis, un consensus. Vous savez, les autorités militaires, que ce soit d'ici ou là-bas, quand je prends les chefs d'état-major, c'est des gens qui, pour la plupart, ont fait les mêmes écoles, ils se connaissent. On peut, en renforçant une offensive diplomatique et également avec la société civile, arriver à trouver un compromis pour que, au moins, ne serait-ce qu'à ce niveau-là, on puisse trouver un compromis pour que de part et d'autre, il y ait une coopération. En dehors des autorités militaires, vous pensez à qui? Nous avons vu Nicéphore Soglo Boni Yayi aller par exemple au Niger, par 2 fois je crois, pour échanger avec les autorités, mais ça n'a rien donné de l'autre côté. Non, il ne faut pas dire que ça n'a rien donné. Dites plutôt que ça a bougé. Jusque-là, les frontières ne sont pas ouvertes et c'était visiblement le grand point. Oui, voilà. Je voudrais qu'on laisse de côté d'abord la question de la frontière. La frontière peut être fermée et on peut s'entendre pour gérer les problèmes de sécurité. Ça va venir. Et vous voyez, tel que les problèmes viennent, ils peuvent pas être réglés en un claque de main. Mais nous devons continuer. Nous, les Béninois, nous avons l'impression aujourd'hui qu'il y a une léthargie à cette question, que les autorités béninoises baissent les bras, du moins ne sont pas informés que les efforts continuent d'être faits pour que, entre nos voisins, on puisse trouver un compromis pour gérer la question sécuritaire. C'est pas parce que les frontières sont fermées que on va laisser les ennemis être hébergés de l'autre côté, venir chaque fois tuer nos citoyens et repartir là-bas. Ça, il faut qu'on puisse s'entendre. Il faut déployer toute l'armée là-bas? Non, pas toute l'armée. Parce que je ne vois pas, je ne touche pas du doigt de façon concrète ce que vous proposez. Vous avez dit de faire des efforts, parce que visiblement, il y a une rupture de discussion entre les responsables sécuritaires ici et de l'autre côté. Il faut que, même si nous avons des problèmes diplomatiques en ce moment, il faut qu'au moins à ce niveau, on puisse régler ça. Parce que ça, il s'agit de la sécurité des 2 États. Après le scénario de s'accuser d'héberger ci ou ça, ce que à peu près on sait de quoi cela retourne, il faut qu'on puisse aller au-delà de ça maintenant et amener
les responsables en charge de la sécurité ici et de l'autre côté à s'entendre autour de ce problème-là au moins. En tout cas, cette proposition d'une coopération militaire, c'est ce qui est souhaité justement entre les États voisins. L'ancien président Boni Yayi, dans son message de condoléances, l'a souligné en proposant une brigade antiterroriste sous-régionale, justement. La question, c'est qu'une chose est de formuler l'idée, mais vraiment l'autre chose, de voir comment assurer la mise en œuvre d'une telle idée. Oui, tout à fait. Je pense que c'est une proposition qui entre dans le cadre des efforts que les États au niveau, je vais dire, mondial, c'est ce que l'ONU et la les CEDEAO, instances, la CEDEAO préconisent. C'est ce qu'il faut. Mais au regard des problèmes que nous avons aujourd'hui sur le plan diplomatique, vous convenez avec moi que ce sera pas comme aussi facile ou rapide de mettre en œuvre une telle brigade. Mais avant ça, la coopération entre les responsables ici et de l'autre côté est indispensable pour arrêter, endiguer le phénomène. Sinon, tous les jours, nous sommes... c'est comme l'épée qui pèse sur nos têtes, qu'à tout moment, on peut être encore inquiété. Surtout si les gens reviennent au même point nous attaquer. Vous comprenez, c'est la psychose totale. Les gens ne sont plus en paix dans un contexte où la pauvreté sévit au fin fond donc, Finalement, cette proposition de Boni Yayi risque de ne pas trop aboutir si je m'en tiens au développement que vous avez fait jusque-là. Puisque même avant lui, les Talon déjà à Accra, je crois, à une rencontre des chefs d'État, avait déjà opiné sur la question pour demander que les énergies soient fédérées pour essayer de mobiliser des ressources. Pour mobiliser les ressources. Mais ça n'a jamais vu le jour. Non, vous ne pouvez pas dire que ça n'a jamais vu le jour. Et c'est là où vous revenez à ma première préoccupation. Il faudrait que les responsables de notre pays, les autorités, puissent nous parler, puissent nous dire où est-ce qu'ils en sont. Par rapport, par exemple, à ce que vous venez de dire, le chef de l'État, effectivement, tout le monde sait que la question du terrorisme, c'est un problème aujourd'hui qui menace toute la planète et les gens mobilisent beaucoup d'énergie, beaucoup de moyens pour contrer ça. Nous avons vu dans certains pays, ce qui a été fait. Vous avez vu, quand vous prenez, j'ai cité tantôt les attentats du 11 septembre aux États-Unis. Il y a toute une avalanche de dispositions qui ont été prises par la suite. Vous verrez, ça a changé, par exemple, radicalement comment appelle-t-on, l'aviation civile. Il y a beaucoup de mesures qui ont été prises pour que plus jamais on ne puisse plus avoir, par exemple, des détournements d'avions dans ce sens-là. Et vous avez vu, il n'y en a plus depuis lors. Donc, nous aussi, nous devons prendre des mesures radicales. Nous devons également, nos autorités doivent également communiquer pour nous dire, par rapport à ces questions-là, la mobilisation des ressources au niveau international, les avancées connues, les difficultés qu'il y a, il serait bien qu'on puisse pas venir exposer des stratégies dans les médias, sur la place publique, mais au moins nous dire ce qui est en train d'être fait de positif pour nous rassurer. Parce que vous et moi, aujourd'hui, on s'en tient à ce qui se dit par médias interposés, on est dans les supputations, dans les réflexions à un point fini. Il faut que les autorités indiquées puissent prendre la parole et nous rassurer en nous disant où est-ce qu'on est en train d'aller. Et ça permettra d'ailleurs aussi à tout le monde d'apporter sa contribution. La société civile, les leaders religieux, etc. Et pourquoi pas les chefs d'État aussi, au niveau de l'ONU et autres. La question de toutes les façons, la situation du 17 avril remet sur le tapis cette menace terroriste et demande plus de mobilisation à l'interne, plus d'offensives diplomatiques pour que nous puissions trouver aujourd'hui des solutions durables. Vous pensez que le patriotisme des Béninois est assez mis en exergue dans la lutte contre le terrorisme, ce phénomène que nous connaissons depuis quelques années? Vous sentez les Béninois vraiment engagés à accompagner les efforts du gouvernement? Bon, écoutez, ils ne sont même pas bien informés des efforts que le gouvernement déploie. Donc, que voulez-vous qu'ils fassent? Ils observent. Vous voulez que si nous allons prendre les cartouches, je ne sais quoi, les munitions, qu'on vienne les détaler sur la place publique et montrer aux populations qu'on fait des efforts, c'est ça? Non, les Béninois ne veulent même pas voir les munitions. Vous savez, c'est un peuple de paix, on ne veut pas voir ça. Ça nous fera peur davantage. Sauf que nous voulons que
on puisse nous rassurer des dispositions qui sont en train d'être. On veut être rassuré. Dans les États où il y a de ces problèmes qui arrivent, il y a des autorités qui montent au créneau pour parler à leur population, pour dire les dispositions qui sont prises et pour dire également les difficultés qu'ils ont. Si on a besoin, c'est vrai que inévitablement on a besoin du concours des citoyens, parce que quand vous voyez ces gens qui viennent et s'en vont, bon, on a tendance, sans risque de se tromper, à dire que c'est des gens qui vivent parmi nous, parfois, par moment, qui ne sont pas exclusivement en dehors de nos frontières. Et là, on a besoin effectivement du patriotisme et de la coopération de nos concitoyens. Et pour obtenir ça, il faut davantage échanger avec eux. La preuve, vous avez vu déjà le 18, le chef d'état-major était dans la Takora. Il faut davantage le faire. Il faut que nous puissions... Il faut une plus grande mobilisation en face du phénomène. Mais Espérance Tébé, est-ce que vous pensez que le gouvernement joue sa partition justement en termes de mobilisation de ressources, de recrutement de personnel pour permettre à nos forces de défense d'assurer davantage la sécurité de nos frontières? Il est difficile pour vous et moi de répondre par l'affirmative, parce que ce qui se fait est presque tabou pour nous. Vous n'avez aucune idée de ce que le gouvernement fait dans ce sens? Nous entendons pas si furtivement parfois que bon, des efforts sont faits, bon, on a lancé des recrutements, bon, on veut recruter 100 droneurs, bon, visiblement on se oui, mais en tant que personnalité politique, oui, vous pouvez interroger des entités, vous pouvez interroger des gens qui vont vous dire voilà le minimum qui est fait, sans toutefois livrer les secrets défense ou les secrets qui sont relatifs à la sécurité intérieure de l'État, ainsi de suite. Vous pouvez aller aux sources quand même. Et c'est ce que nous avons essayé de faire. Il y a quelques jours, toute l'opposition réunie, nous avons interpellé une fois encore les dirigeants. Nous voulons être informés. Nous voulons être rassurés. Nous voulons qu'ils nous disent ce qui est en train d'être fait et qu'ils nous demandent aussi, d'ailleurs, notre contribution dans ça. Nous pouvons également parler à nos militants, à nos concitoyens. Pourquoi attendre au niveau du MPL? Pourquoi attendre que ce soit l'initiative du gouvernement? Mais c'est tout le Bénin qui est ébranlé par ce phénomène. Il n'y a pas du Béninois MPL, du Béninois Bloc républicain. En face des djihadistes. Justement. Oui, et c'est pour ça que ceux que nous avons choisis, ceux qui sont désignés pour s'occuper de cette question, que cette question est un peu politisée. Si je mets de côté vos casquettes d'homme de l'opposition. Non, monsieur Eric, non, pas du tout. Oui, pas du tout. Bon, soyons réalistes. Pas du tout. N'y voyons pas du tout de politique. Ces frappes successives que nos concitoyens ont vécues nous ont plongé dans une stupeur telle que les autorités en charge de ces questions-là doivent déployer tous les efforts nécessaires. Il ne s'agit pas... Vous savez, oui, moi, en le disant, c'est parce que vous avez le sentiment que les efforts ne sont pas suffisants. Oui. Tout au moins, ce n'est pas suffisant, puisqu'on assiste encore à une poussée continue du phénomène. Donc, on peut dire que les efforts ne sont pas suffisants. À tout le moins. Si ça continue de plus belle, c'est que ce n'est pas suffisant. Et c'est évidemment la question déjà de la coopération entre nous et les États voisins est déjà une source qu'il faut revoir. Je ne sais pas pour vous, mais à chaque fois que le chef de l'État est devant la représentation nationale pour son discours sur l'état de la nation, il fait toujours un point d'étape de la crise, entre ce que le gouvernement fait et l'évolution de la crise. Oui. Aux députés de l'Assemblée nationale, c'est un discours public. Nous avons toujours entendu simplement que des efforts continuent d'être déployés. C'est tout. C'est la phrase. Mais ce n'est pas suffisant aujourd'hui pour nous convaincre de ce qui est en train d'être fait. Sans doute, ces choses se font. Vous avez vu, quand il y a... Et puis c'est ça, ce qui est effarant dans l'affaire. Quand vous voyez bon, des images auxquelles on ne peut pas accorder de crédit, toutefois, mais nous avons vu, vous et moi, nous avons vu à travers les réseaux sociaux, les événements de ce 17-là, quand vous voyez tout l'arsenal qu'on a mis à nu au niveau de ce point triple-là, vous convenez quand même qu'un effort en termes de matériel est fait. Mais où se trouve le problème? Et c'est justement là que
il y a la nécessité pour les responsables en charge de la sécurité de nous dire un mot pour nous apaiser, nous rassurer, devient nécessaire et indispensable. Les spécialistes, en évoquant la question, parlent de solutions holistiques. Lorsque vous avez fini de dire on ne communique pas trop, le gouvernement n'a pas fait ci, n'a pas fait ça, quelle autre solution vous trouvez à ce problème-là? Oui, le premier problème à solutionner ici maintenant, c'est la coopération militaire avec ces États-là. C'est là où... Mais ça chope, vous savez que non, ça ne passe pas. Les discussions, ça ne passe pas avec les voisins. Ah non, si on continue de répéter ce que vous dites, ça veut dire que il est à craindre, chacun de nous, en rentrant chez lui ce soir, doit craindre ce que demain, à tout moment, on peut venir maintenant l'atteindre. On n'en est pas encore là. Non, on doit pouvoir dégeler la situation, du moins à ce niveau-là, et pouvoir garantir plus de sécurité à nos concitoyens. On ne peut pas laisser perdurer la crise diplomatique entre nous et sous ce couvert, donc, laisser la question de la sécurité. Les responsables en charge de la sécurité, comme je vous l'ai dit tantôt, les chefs d'état-major, ils se connaissent, ils doivent pouvoir pousser et aller un peu plus loin. Vous semblez avoir, disons, le potentiel nécessaire. On peut vous envoyer en négociateur? Volontiers, je serai devant, même si c'est pour aller au front. Je vais y aller et je souhaite même qu'on en arrive là, que tous les acteurs politiques, parce que si nous sommes en train de défendre les Béninois, et maintenant les Béninois sont attaqués, c'est pas seulement nos jeunes frères qu'on a recrutés là qu'on va laisser, il faut même dire qu'on va former, comment on appelle-t-on, un groupe bien que nous soyons des civils, parce que ceux qui viennent nous attaquer là, ils ne sont pas des militaires formés non plus aussi. Il faut que nous-mêmes on puisse aller sur le terrain. Et nous avons vu d'ailleurs des civils. Il faut qu'on puisse y aller. Voilà une solution. Oui, je suis prêt à y aller. On vous aura compris sur cette question. Alors, le cadre de concertation des forces de l'opposition dont vous êtes membre a récemment fait une sortie médiatique. Dites-nous quels sont les principaux points qui étaient abordés à l'occasion. Oui, dans le cadre de l'animation de la vie politique, le cadre de concertation s'est réuni la semaine écoulée à nouveau. Et les sujets qui nous ont paru nécessaires, qui nous ont amenés à réagir, c'est entre autres la sortie de l'honorable Orden Aladati, président de la commission des lois, qui est revenu au cours d'une conférence qu'il a animée, qui est revenu sur les raisons qui ont poussé la classe politique à entreprendre les réformes que le régime de la rupture a mis en gros, le cadre a fait sa sortie juste pour répondre à Donald. Non, surtout pas cela. D'ailleurs, nous n'avons pas voulu... Quand on parcourt votre discours, c'est le sentiment que vous nous donnez. Nous n'avons pas voulu que cela soit perçu comme ça, mais nous avons estimé que beaucoup de choses qui ont été dites, si nous ne réagissons pas à cela, on va laisser dans l'opinion, ça va laisser des incertitudes, des quiproquos dans l'opinion. Parce que si il dit par exemple que toute la classe politique avait souscrit à entreprendre des réformes au niveau du système partisan, oui c'est vrai, sauf que dans la mise en œuvre, tout le monde n'a pas pu se retrouver pour qu'on s'entende sur ce qu'on va faire et la manière dont on va le faire. Ça, c'est important parce que finalement, in fine, ça a été fait et tout porte à croire aujourd'hui que ça est allé au bénéfice d'un groupe politique. Parce que après ces réformes mises en œuvre en 2019, les élections de 2019 ont connu l'absence de l'opposition au Parlement. Et c'est là où tout est parti en vrille. Donc, aujourd'hui, vous êtes au Parlement aujourd'hui. Oui. Toujours avec la même réforme. Oui, on continue de se battre. Nous continuons de nous battre pour que demain, la volonté populaire puisse mieux s'exprimer au niveau du Parlement. Parce que si les réformes continuent, vous avez chaque fois le code électoral est retouché, il y a de nouvelles dispositions, et ces dispositions-là, nous craignons toujours que ces dispositions ne viennent enfoncer davantage le couteau dans la plaie. C'est-à-dire nous pousser encore à retomber dans des situations, par exemple, comme celle de 2019. C'est pour ça que nous tirons sur la télé d'alarme. C'est cette même réforme qui est appliquée aux autres formations politiques. Mais qu'est-ce que vous craignez au niveau de l'opposition? Nous craignons simplement que de ces réformes-là
nous amène encore dans des situations, nous amène le pays dans des situations Pourquoi vous conflictuelles. le pensez? Non, nous craignons. Si c'est les une mêmes crainte règles légitime, sont non? appliquées pour les partis de la mouvance aussi. Oui, écoutez, vous voyez, nous avons, je ne vais pas revenir ici sur cette émission sur le contenu de cette disposition que nous avons suffisamment expliqué, les problèmes que nous avons avec ça, mais la question est ceci: si nous faisons ces réformes-là, nous renforçons les seuils d'éligibilité, et par hasard, il se trouve encore qu'on retombe dans des situations d'un parlement, par exemple, d'un seul groupe. Je ne veux pas dire... On l'a déjà expérimenté. Vous êtes allé, l'opposition est allée au Parlement, non? Pourquoi vous créez cette fois-ci de ne pas y retourner? On vient de changer encore le code électoral pour les élections générales. Les dispositions ont changé. Et ça demande beaucoup plus de travail pour les partis politiques. Oui, non. C'est ça, vous êtes incapable de faire sur le terrain? Non, l'opposition n'est pas incapable de le faire, mais sauf que nous voulons que certaines dispositions, et nous l'avons dit de façon claire, monsieur Eric, monsieur Franck, vous avez vu avec moi, ne feignez pas de ne pas savoir les problèmes que nous avons posés. Non, dites-nous, c'est pour ça que vous êtes là. Au-delà de la question des seuils qu'on a ramené, par exemple, à d'éligibilité pour les législatives, on a ramené à 20%, par exemple, pour les partis. Il y a, par exemple, au niveau des élections même, de l'organisation des élections, la question de la désignation des agents électoraux et surtout la question de l'article 93 qui ne permet pas à toutes les formations politiques en liste d'avoir les PV de compilation au niveau des arrondissements. Ça, c'est des questions essentielles pour la transparence du scrutin. Et à ce niveau, selon l'exposé de l'honorable Orden, c'est que ça a toujours été le cas, même les élections passées. Mais ça a toujours été le cas et c'était bien fait. On a dit que c'était qui, combien de personnes avaient applaudi pour que c'était bien fait. On veut améliorer. Et si on veut améliorer tous les points d'achoppement, tout ce que nous devons nettoyer pour éviter des situations conflictuelles, pour éviter que le pays ne retombe dans des situations difficiles, nous devons le faire. Et ça, c'est les points que nous avons cités. En réalité, lorsque vous voyez lors de cette conférence animée par le président de la commission des lois, oui, il y a eu des séquences de vidéos qui ont été passées. Tous les acteurs politiques, effectivement, étaient d'accord pour qu'on engage la réforme. Mais à quel niveau ça n'a pas marché et vous vous êtes senti ne plus être au cœur du processus et qu'aujourd'hui que vous soyez là à vous plaindre à répétition? Non, écoutez, pour être un peu plus clair, oui, terre à terre, il est vrai, toute la classe politique a souhaité cette réforme-là. Maintenant, si on met en œuvre la réforme et qu'on a abouti en 2019 à ce que l'opposition ne soit pas du tout représentée au Parlement, vous ne voyez pas qu'il y a un problème? Mais comment on en est arrivé là? Voilà. C'est dans la mise en œuvre. Vous avez marché ensemble au départ et à un moment donné, on ne vous a plus vu. Qu'est-ce qui n'a pas... Votre absence à l'Assemblée nationale en 2019, c'était dû au code, au test? Non, parce que l'opposition avait... Non. En 2019, c'était le début de la mise en œuvre de la réforme. Oui. Et il y avait des dispositions... au-delà même du quitus. Avant ça, le premier problème, c'est les partis, désormais, on a modifié le processus de création des partis, qui, au départ, il fallait 10 membres fondateurs pour les 12 départements. Maintenant, on passe à 15 membres fondateurs pour chaque commune. Et donc, il y a une disposition transitoire qui devait être mise en œuvre. Et donc, c'est la mise en œuvre de cette disposition transitoire-là qui a amené à bloquer les partis de l'opposition à ne pas pouvoir obtenir... Qui les a bloqués? Pour les partis n'ont pas réussi à se conformer. Mais c'est là la question. Comment est-ce qu'on veut mettre une réforme en œuvre? On démarre et on est dans la lisière des élections législatives et en ce moment-là, il se trouve par hasard que les partis de l'opposition, aucun n'a pu participer aux élections. C'est ça le problème. Est-ce que ce n'est pas le fait que l'opposition a pensé qu'en boudant un peu, en disant non, nous n'allons pas participer, qu'on allait revoir les choses? Est-ce que ce n'est pas ça qui vous a un peu trompé sur le parcours? Non, c'est votre lecture et ce n'est pas ce qui s'est passé. Et plutôt, l'opposition, écoutez, quel acteur politique vous connaissez, surtout pour des élections de proximité, des élections à la base, qui ne veut pas aller aux élections? Les gens voulaient y aller. Et ça, moi je peux vous dire, j'étais
au cœur des problèmes qui ont prévalu pour qu'en 2019, on ne puisse pas partir à cette élection. Ça peut être une stratégie pour faire plier ce que vous avez en face. Non, mais pourquoi? Visiblement, ça n'a pas marché en 2019. Par contre, non, je peux vous rassurer que ce n'était pas le cas. Le problème est que la mise en œuvre de la nouvelle charte a amené à ne pas permettre aux partis de l'opposition d'être en mesure de participer aux élections. Et c'est ça notre crainte, c'est là où persiste notre crainte aujourd'hui. Il ne faudrait pas que dans l'application de ces réformes-là, du nouveau code électoral par exemple, qui a ramené le seuil à 20%, il ne faudrait pas qu'on en arrive encore à ce que l'opposition ne puisse pas être présente à l'Assemblée. Ce serait dommage. Aujourd'hui alors, qu'est-ce que le cadre demande? Ce que nous demandons est clair. Nous voulons qu'ensemble, la mouvance et l'opposition, nous puissions nous rasseoir et modifier le code électoral. Et quelles sont les chances pour vous d'obtenir ça? Même si les chances sont minimes, je pense personnellement, je continue de croire à l'esprit républicain du chef de l'État et de tout son gouvernement. Vous connaissez déjà sa réponse? Oui, mais... Il a été suffisamment clair. Oui, mais il a pensé ça à un moment donné et demain il pourra changer. Alors, disons que vous avez d'autres stratégies certainement dans votre escarcelle que vous allez déployer les mois à venir. On peut en avoir un aperçu? Non, le moment n'est pas encore à ce qu'on commence par dévoiler des stratégies ou bomber le torse. Non, mais dites aux populations pour qu'on amène à corriger ce que vous pensez pas trop bien pour notre vivre ensemble et tout ça. Bon, dites-leur, voilà ce que nous voulons faire, voilà. Ce que nous voulons faire... Ça ne va pas être tabou, non? Non, ce que nous voulons faire, c'est ce que nous avons déjà commencé. C'est appeler les amis d'en face à venir pour qu'on puisse s'asseoir ensemble. C'est ce que le peuple demande. Ce n'est pas seulement, c'est pas nous les acteurs qui demandent ça. C'est pas nouveau ça on le sait déjà, c'est déjà noté. Bon, d'accord. Maintenant, il faut qu'ils viennent s'asseoir pour qu'on corrige ensemble cette disposition-là. Visiblement, la sortie de Orden Aladati vous a dérangé. Quand on lit la déclaration du cadre de concertation, il a dit, et vous avez pris suffisamment note, ça veut dire que ça a fait bouger les lignes au niveau de chaque aspect. Oui, au fond. Il a dévoilé, il vous a mis à nu. Non, M. Franck, non. Je ne voudrais pas utiliser des mots qui ne conviennent pas. Parce que sa stratégie, rappeler les faits, rafraîchir la mémoire aux populations à travers les images qu'il est allé chercher très loin, les archives, il les a sorties. On a vu de grandes personnalités, pas des moindres, qui... en un mot, il n'a rien dit de nouveau. Il a rappelé simplement que toute la classe politique, de hier à 2017 ou à 2016, voulait qu'on réforme le système partisan. Et ça a été fait. Bon, mais ce qu'il a oublié de dire, c'est que dans la mise en œuvre de cette réforme, une bonne partie de la société de notre pays, de la classe politique de notre pays, a été mise de côté. Et l'esprit qui a prévalu a conduit progressivement à la mise en place d'un parti unique bicéphale. Et qu'est-ce que le cadre fera si toutefois on n'arrivait pas à faire une relecture du code électoral tel que vous le souhaitez? Même si le code électoral, nous irons aux élections, ça c'est sûr. Je pense que autant économiser les énergies maintenant, non? Parce que à chaque veille d'élection, je l'ai observé, les opposants crient beaucoup, on fait beaucoup de dénonciations, pendant que peut-être de l'autre côté, on est en train d'affiner, de peaufiner les stratégies et on vous met devant le fait accompli en 2005, c'était, je ne sais pas, en 2011 ou 2010, c'était pareil avec Boni Yayi, où il y avait beaucoup de mouvements, des allers-retours au niveau de l'opposition, pas fini. Boni Yayi leur a damé le pion avec le chaos retentissant que vous connaissez. On en est encore là, avec les élections générales qui approchent et beaucoup de dénonciations, des sorties médiatiques. Finalement, est-ce que vous ne laissez pas ce qui doit être fait concrètement de côté et vous occuper en griffe de ce qui est futile? Non. D'abord, ce que nous faisons n'est pas futile. Et au niveau de ce que nous dénonçons, ce que nous rappelons non seulement à nos gouvernants, mais également à l'opinion publique, n'est pas futile. Mais permettez-moi de vous dire que même si la participation de l'opposition à ces élections-là n'est pas conditionnelle à la révision du code électoral, en ce moment, nous ne faisons pas que
dire ce que, enfin, nos griefs contre le code électoral et les lois que nous estimons qu'il faut corriger avant d'aller à ces élections-là. Ce n'est pas que ça. La préparation même de l'élection également est en cours. Et les discussions à ce niveau également évoluent, sauf que nous ne sommes pas au niveau où on va commencer par étaler sur la place publique ce qui est en train d'être fait à ce niveau-là. Donc je voudrais que, à travers vous, l'opinion publique, que les Béninoises et les Béninois soient rassurés que l'opposition, au-delà des dénonciations que nous sommes en train de faire, est en train de s'activer également pour sa participation active à ces élections-là. Parce que, en réalité, l'opposition aujourd'hui, ce n'est pas les acteurs, ce n'est pas moi, ce n'est pas le président Yahya Boni, ce n'est pas les acteurs que vous voyez. C'est le peuple même qui veut du nouveau. Comment vous le savez? Avec quel instrument de mesure? Tout le monde évoque le peuple. Oui, on appelle un acteur politique membre de l'Union progressiste le Renouveau, il vous dira le peuple. On appelle le BR, on vous dira le peuple. On appelle encore et encore d'autres partis politiques. Tout le monde dit le peuple. Finalement, oui, parce que c'est de ce peuple que nous tenons tous notre légitimité. Et c'est pour ça que nous voulons que les règles du jeu se fassent de façon équitable, transparente, pour que le peuple puisse s'exprimer également de façon claire. Allez, vous avez sans doute remarqué que la Sénat a publié le chronogramme des élections générales. À l'approche de cette échéance, comment évaluez-vous la dynamique au sein de l'opposition? Vous devez vous convaincre de ce que l'opposition est au-delà des problèmes que nous sommes en train de poser, que nous sommes en train de nous préparer activement. De quelle façon, puisque les cas de figure. Nous n'observons absolument rien. Ah oui, non, vous observez bien sûr. Vous savez que par le passé, on évoluait en rang dispersé. J'ai eu le temps de prévenir ici sur vos plateaux que nous travaillons à resserrer les rangs. Vous avez observé que depuis quelque temps, nous avons avancé sur ce chantier. Et aujourd'hui, ce n'est pas le moment encore de faire les grandes annonces, mais soyez rassurés que nous sommes à moins d'un an des élections générales et ce n'est toujours pas le moment. Ce sera quand le moment? Le moment, vous avez vu, quelqu'un a déjà dit qu'il faut attendre 6 mois des échéances. Pour le compte de la mouvance. Non, cela ne s'applique pas à vous. Non, pas à nous. Vous ne direz pas que ça vous plie également à cette exigence au niveau de l'opposition. Pas du tout. Mais je voudrais que nos concitoyens se rassurent de ce que le jeu politique, c'est un ensemble de stratégies qui se développent. Vous ne pouvez pas... Et le silence en fait partie. Et le silence en fait partie. C'est ce que vous faites en ce moment. Non, nous ne sommes pas silencieux pour le moment. Nous travaillons. Des élections qu'on n'a jamais expérimentées, la question du candidat unique d'un candidat unique pour l'opposition, par exemple, MPL s'est fondu dans, disons, cet ensemble, ce panier d'opposants là. Il y a bien d'autres partis et tout. Un candidat unique, on aurait souhaité peut-être que MPL soit là, l'autre, les démocrates, ainsi de suite. Ces questions-là sont en instance et sont brûlantes. Pourquoi on ne les aborde pas? C'est vrai que aujourd'hui, évidemment, c'est les conséquences de la réforme que nous dénonçons. Si la réforme a amené aujourd'hui... La réforme, ça vous empêche de travailler en interne? Pas du tout, et nous travaillons en interne, mais déjà un candidat, quand même, la réforme ne vous a pas empêché de mener des activités politiques. Nous n'allons pas faire comme certains, par exemple, que vous voyez, même appartenant à la mouvance présidentielle, c'est là justement que ça s'observe le plus, qui se déclare candidat alors que le code qui est là, les règles du jeu ne leur permettent pas d'affirmer qu'ils sont candidats. Ils règlent ça à leur façon. Tout au moins là-bas, il y a des énergies. C'est pas votre biais que nous entendons. Je lis parfois également. Non, on l'a jamais dit par ici. Ah bon, c'est vrai que non. Mais si vous l'avez entendu, dites-nous. Vous avez entendu quel nom du côté de la mouvance? Beaucoup de noms, au point d'en oublier. Des supputations. Bon, au moins si du côté de la mouvance on entend des noms, du côté de l'opposition, il souffrait que on n'a même pas de lettres. Non. L'opposition aura des candidats pour les élections. Cela nous met encore peut-être dans... Aura des candidats, c'est ça? Non, je parle, pourquoi vous travaillez alors ensemble? Des élections législatives et communales. Et aura également son duo de candidats pour la présidentielle.
Voilà, c'est tout ce que moi je peux vous dire à la date d'aujourd'hui. Ça va marcher comme sur des chapeaux de roue. Alors, même si il est suffisamment huilé pour ça. Même si c'est avec des difficultés, on y arrivera. Donc ça veut dire que vous avez levé le verrou de vous mettre ensemble. La question elle est réglée. Donc aujourd'hui, on n'aura pas MPL à part, on n'aura pas les démocrates à part, on n'aura pas l'FCBE à part. C'est ce que ça veut dire? Non, ce n'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire plutôt que ensemble, nous déterminerons. On voit combien vous avez de la peine. Ensemble, nous déterminerons une stratégie commune au niveau de l'opposition. Aujourd'hui, quelle est la stratégie? C'est d'aller ensemble en rang dispersé. Bon, je vais vous dire par exemple un petit détail. Il y a au niveau du cadre de concertation, il y a un comité technique qui a été mis en place pour étudier dans tous ces contours la stratégie que doit adopter l'opposition en face de ces élections-là. Est-ce que il faut partir avec une liste, 2 listes ou 3 listes? Jusqu'à Paris. Est-ce que vous pensez que il faut bon, en tout cas, les détails de la posture que l'opposition va adopter, des gens sont en train de travailler là-dessus et je pense que c'est sous quinzaine, je crois, qui vont déposer leurs conclusions, qui vont amener les chefs de parti à décider. Mais à cette allure, avec tout ce que vous avez dit, oui, est-ce que l'opposition gagnera les élections en 2026? J'ai dit plutôt que l'opposition, c'est le peuple. Donc, il n'y a pas de raison que l'opposition ne gagne les élections en 2026. C'est oui ou c'est non? C'est oui. L'opposition gagnera les élections. Qu'est-ce qui vous rend aussi serein? Oui, parce que c'est l'aspiration même du peuple en ce moment. Le peuple aspire au changement. Donc vous faites de l'aspiration du peuple votre projet de société, c'est ça? Non. Vous voulez gagner les élections avec quel projet de société? Vous parlez des élections présidentielles là? Oui, absolument. Des élections présidentielles. Mais même législatives, pour être bien conforté, il faut avoir peut-être la majorité. Lorsque les candidats seront désignés, vous verrez les grandes lignes de leur... Alors, dans vos lamentations qui n'ont pas de suite là, vous voulez qu'on étudie à nouveau le code électoral, ça ne vient pas, vous voulez qu'on fasse ci, ça ne vient pas, qu'on saute les verrous de 20-10% par-ci, par-là, ça ne vient pas. Vous êtes sûr que dans ce contexte-là, vous allez pouvoir remporter ces élections, surtout la présidentielle? Nous remporterons ces élections-là à coup sûr. Vous voyez, ne voyez pas nos réclamations, notre combat aujourd'hui comme des lamentations qui vont nous empêcher de faire ce que nous avons à faire. Nous avons le devoir de conduire le peuple à obtenir, à transformer du moins ses aspirations en réalité autour de ces élections de 2026. Et ça, c'est plus qu'un devoir, c'est plutôt un sacerdoce pour nous et nous devons arriver à faire exprimer, faire rayonner du moins les aspirations. Votre leader charismatique, il a pris du repos, on le voit pratiquement plus. Vous voulez parler du président des démocrates? On a remarqué qu'il a pris un peu de recul. Quelle en est la cause? Il n'est pas à l'opérationnel pour quoi que ce soit. Donc il est là, il va bien. Dans un passé récent, il bougeait beaucoup. Les week-ends, il se déplaçait, ainsi de suite. C'est une nouvelle stratégie aussi? Non, je ne veux pas dire que c'est une nouvelle stratégie. Quand ça lui apparaîtra nécessaire, il le fera. Je n'ai pas les détails sur son agenda à ce niveau. Alors, selon vous, quels sont aujourd'hui les principaux défis que l'opposition doit encore surmonter pour présenter une alternative crédible et unie, notamment pour 2026? Non, les défis, je vais dire, c'est déjà les points que nous avons abordés, c'est l'arsenal juridique qui doit nous amener au niveau des élections. Et nous avons déjà parcouru globalement les points qui nous paraissent essentiels à revoir au niveau des lois électorales que nous avons. Mais au-delà de ça, les défis, l'autre aspect important pour nous, c'est le défi de l'unité, de la cohésion. Il faudrait qu'en face d'une mouvance qui est bicéphalisée, il faut que l'opposition, conformément aux souhaits de nos concitoyens, reste unie et focalisée sur les besoins même de nos concitoyens, les besoins de changement
de renouveau au niveau de la gouvernance démocratique même, raffermit aussi la confiance de nos citoyens aux institutions démocratiques, les libertés fondamentales, ce que nous avons hérité de la conférence nationale, que nous devons faire perdurer en termes de liberté au niveau dans notre pays. Je pense que ça, c'est les défis les plus importants que l'opposition doit conserver, doit travailler là-dessus jusqu'à aller en 2026. Mais surtout, maintenir la cohésion. Est-ce que vous avez élaboré un agenda? Nous sommes en avril, bientôt mai. Les mois vont s'enchaîner jusqu'à 2026. Avez-vous un agenda de travail? Non, bien sûr, nous avons un agenda de travail. Nous avons un plan de travail depuis longtemps. Vous avez évoqué cette commission qui doit rendre son rapport d'ici 15 jours. Oui, sous 15 après, le rapport sera validé, je suppose. Oui, oui. Et ensuite... Ensuite, vous verrez que vous allez commencer par voir la phase active de préparation pour les élections communales et législatives. Là, vous verrez que sur le terrain, la désignation des candidats, tout ça va commencer par s'opérer. Et dans ce qui va se jouer dans une forme d'unité, quel va être le rôle du MPL? Là, on vient à vous, à votre formation politique. Oui, nous allons continuer comme nous avons commencé par travailler au sein du cadre à sauvegarder les intérêts du peuple. Les intérêts du peuple, c'est-à-dire qu'il faut que, au-delà des intérêts des groupes, des différentes formations politiques qui sont là, il faut laisser remonter les intérêts même du peuple. C'est-à-dire que il ne faut pas que les intérêts des clans, des groupes que nous avons puissent aller au-delà même du besoin de renouveau que nos concitoyens souhaitent en 2026. Parce que lorsque nous n'allons pas faire preuve de suffisamment de concessions, les uns et les autres, envers les uns et les autres, de beaucoup plus de réalisme, et pour sauvegarder une certaine cohésion, conformément aux grands principes que nous aurons arrêtés, on ne pourra pas aborder sereinement les échéances. Donc, c'est en cela que le MPL va continuer par jouer son rôle pionnier d'essayer de mettre tout le monde ensemble et de garantir les intérêts de ce peuple. Le MPL peuple. adoube déjà quelqu'un dans le groupe. Votre bat déjà pour quelqu'un? Vous voulez parler des duos de candidature? Oui, de candidature. Oh non, c'est sûr que chacun a quand même une petite idée de ça. Mais dites-le nous, vous êtes... non, le moment n'est pas... Il est jeune, un peu plus ancien, Je pense que notre peuple souhaite que la jeunesse puisse prendre la relève. Et là, le MPL doit suivre cette ligne. D'accord. Et dans ce choix, il y aura quand même la possibilité pour MPL de faire une proposition? Non, bien sûr. Bien sûr. Et si on vous refusait ça? Vous allez quitter les rangs? Je ne dirais pas que c'est cela qui nous fera quitter les rangs. Non. J'ai dit tantôt que c'est l'intérêt général. Donc ce n'est pas parce que nos propositions ou bien nos souhaits ne vont pas passer que cela suffira. Non, il en faut un peu plus. Voilà. Il en faudra un peu plus. Allez, Espérance Tébert, président du MPL, le Mouvement Populaire de Libération, membre du cadre de concertation de l'opposition. On va faire une escale rapide en Côte d'Ivoire. Vous avez eu les récentes nouvelles là-bas où le principal candidat de l'opposition s'est vu radié de des listes électorales. Il ne pourra plus véritablement participer à la course électorale. Comment vous avez accueilli cette nouvelle? Oui, le Thiam Tidiane, comme c'est de lui qu'il s'agit, que je connais d'ailleurs personnellement, avec qui j'ai eu des relations quand même de travail par le passé, voilà, s'est vu subitement recalé. Je crois que c'est une problématique aujourd'hui en Afrique autour des élections. Mais les grandes leçons que nous devons qui s'y dégagent, en tout cas pour notre part, c'est que, et c'est ce que j'essayais de dire tantôt, il faut qu'on puisse garantir les aspirations profondes de nos concitoyens. Ce n'est pas parce que on a écarté Thiam, qui, je reconnais quand même, a un profil très bien pour faire le job,
que l'opposition doit se voir éclopée, incapable d'avancer. Mais les derniers développements de cette actualité, ils ont du mal même à réagir par rapport à ce qu'il s'est passé, les mouvements qui ont été prévus pour être organisés dans les rues de la ville, à l'intérieur du pays. Eux, ils ont du mal à se mobiliser. Ça veut dire qu'il y a un problème qui se pose, non? Non. Le problème, plutôt, c'est au niveau de nos oppositions, ou du moins de nos formations politiques. Lorsque quelqu'un est recalé, quelqu'un qui est dans le viseur ou qui était dans le pipeline est recalé, il faut que très rapidement, on passe à un plan B. C'est vrai qu'il est rentré, c'est lui, bon, il est après la tête du PDC il y a quelques mois pour les conduire aux élections. Bon, subitement, voilà la situation. Il faut que immédiatement un plan B s'installe. Si ce n'est pas lui, un autre doit pouvoir faire le job. Il a 62 ans. Vous allez me dire qu'il n'y a pas de plus jeune capable de relever le défi. Il doit en avoir dans nos rangs. Et c'est ce à quoi le MPL ici aussi aspire. Il faut que lorsque dans les groupes, dans le combat, quelqu'un qui était devant, pour une raison ou une autre tombe, très rapidement, il faut qu'on passe à un plan B. Et c'est ça qui me dérange personnellement. On a écarté Thiam, bon, c'est le branle-bas, et bon, voilà. Bon, et puis quand vous voyez aussi qu'on l'a écarté politiquement parce que la décision de la justice, c'est quand même basé sur des faits. Non, écoutez. Il a été motivé. Écoutez, Thiam, ça, moi, bon, on doit éviter de rentrer dans la politique intérieure des autres, mais je sais, il est né à Abidjan. Il a travaillé là. À la trentaine, il a dirigé le Bénet. Vous connaissez le Bénet à Abidjan? C'était un peu comme, je ne sais pas comment je vais vous le dire, c'est un peu comme ce que la CIRAT est aujourd'hui, mais en plus grand. C'était la structure qui s'est chargée de tout le développement, qui a pensé le développement et mis en œuvre tous les grands projets de la Côte d'Ivoire. À peine 33 ans, il a fait ces prouesses-là. Bon, aujourd'hui, pour le pays, il a été ministre. Mais maintenant, c'est à 62 ans, maintenant qu'on trouve qu'il n'est plus ivoirien. Non. Écoutez, ça, c'est... Donc, est-ce que vous avez lu la décision, enfin, les motifs soulevés par la justice? Non, quels que soient les motifs, avant d'y arriver, on y voit des relents politiques. Oui, mais c'est également le jeu politique, non? Quand vous allez à une élection, vrai, il faut essayer de se donner toutes les garanties. Non, je suis d'accord que ça fait partie. Les mesures. Ça fait partie du jeu. Merci, M. Franck, de me le rappeler. Ça fait partie du jeu. Et c'est une leçon pour nous. Nous devons, en tant qu'acteurs politiques, au lieu de penser que ceux qui sont au pouvoir vont nous laisser le chemin libre et on va rouler. Il faut qu'on s'attende à tous les coups et à tout moment. J'avais un ami, un aîné, qui disait souvent, en guise de blague, lorsque vous engagez en politique, c'est que vous êtes engagé pour la mort et la prison. Bon, une façon de parler. Mais ce n'est pas aussi faux que ça. Il faut qu'on sache que tous les coups sont permis. C'est un coup qu'ils viennent de recevoir. Et au lieu de s'apitoyer sur leur sort, il faut qu'ils passent au plan B. Parce que la politique, c'est aussi ça. Mais vous avez choisi de voir que c'est un coup. Il a quand même une double nationalité. Il a même engagé un processus pour retirer la nationalité française. Qui a été retirée? Oui. Et pourquoi après, maintenant, c'est maintenant... Non, il avait déjà la nationalité. Oui. Son nation n'est pas tardive. Depuis l'âge de 18 ans, un truc comme ça. Non. Dire que c'est tardivement qu'il a pris ses précautions, non. Plutôt, moi, je pense que ça fait partie aussi du combat politique et c'est ce que le PDC doit retenir et vite passer. Oui, mais un homme aussi éclairé qui peut-être a autour de lui de la ressource humaine pour analyser tous les contours de sa candidature, comment cela lui a échappé pour qu'il en fasse aujourd'hui les frais? Bon, écoutez, c'est ce que nous disons, ça fait partie aussi de la politique. On aurait pu... Vous voyez, surtout quand on parle de la Côte d'Ivoire, ils ont souffert. Ils ont souffert vraiment de cette question de l'ivoirité à un tel point que on ne peut imaginer que ce soit dans ces encablures-là maintenant encore que cela refasse surface. Mais ça fait partie du jeu. Et au lieu de chercher à dire qu'on veut faire le combat autrement, il faut que rapidement il passe au plan B. Parce qu'on a vu, vous admettez que les partis politiques de l'opposition dans nos États africains ne transforment pas, disons, les obstacles, les problèmes en opportunités. Exactement. Vous constatez ça chez nous ici? Ça vous arrive?
Oui, je peux dire, je ne vais pas faire la langue de bois, ça nous arrive, ça nous arrive, et nous en avons été victimes. Un jour, bon, aujourd'hui nous sommes dans le feu de l'action, on ne peut pas dire beaucoup de choses sur les problèmes que nous avons traversés dans le passé. Un jour on en parlera, j'aurai l'occasion de vous en parler. Il y a eu des moments où, au lieu qu'on saisisse les problèmes que nous avons en opportunité pour les transcender, on commence par se chamailler autour et puis l'adversaire s'en va. Ça nous est arrivé. C'est bien d'être honnête. Alors, ça reste quand même une décision qui a bouleversé un peu l'environnement politique en Côte d'Ivoire. Pensez-vous que cela aura une implication dans le processus électoral en cours? Oh, certainement oui, puisque certainement oui. Seulement, bon, les jours à venir, les dispositions qu'ils prendront face à cette situation détermineront maintenant la suite que le pays aura à donner à ça. On va finir avec une dernière question. Franck, cela fait plusieurs mois que nous avons un nouveau président aux États-Unis, Donald Trump, qui ne cesse de multiplier des décisions, justement. En tout cas, ça fait quand même un certain nombre de décisions déjà. Avec le recul, quelles sont les leçons majeures que vous tirez en tant qu'acteur politique de ces séries de décisions? Oui, le président Donald Trump qui est arrivé avec aussi une avalanche de décisions aussi controversées les unes que les autres. Et plus Nous avons la question des taxes douanières. La plus récente, c'est la suspension de ce programme, le Millennium Challenge Corporation, qui accompagne beaucoup de pays africains. Mais moi, en termes de leçons, ce que nous devons tirer plutôt, c'est que la démocratie, c'est un long chemin. Et il faut s'attendre toujours à tout, parce que les mesures prises par le président Trump, vous avez dû constater que dans tous les secteurs, la diplomatie, l'économie, l'environnement, une centaine de mesures là prises pour déréglementer ce qui est déjà les dispositions en cours pour le climat et autres. Tout ça a constitué, a affaibli les institutions démocratiques. Et c'est pour ça que nous devons continuer, lorsqu'il s'agit de la démocratie dans notre pays, nous devons continuer par travailler à les consolider. On n'est pas à l'abri on n'est jamais venu à un point pour s'assurer que, bon, et tout roule sur les chapeaux de roue et que, moi, c'est la leçon que je tire, parce qu'aujourd'hui, c'est au niveau des taxes de douane l'extrême protectionnisme du marché américain, vous avez vu, ça a failli amener les marchés financiers en déroute quelques jours après, ça a bouleversé l'économie du monde. Vous avez vu également son impulsivité au niveau de la question de l'Ukraine, a arrêté brutalement le soutien. Bon, et tout ça pour moi, c'est l'état de droit qu'on doit continuer par renforcer, parce qu'il a voulu, pour la plupart du temps, contourner le Congrès. En prenant des mesures. Bon, certaines mesures il a été retorqué parfois, mais en termes de leçons, c'est les institutions qu'il faut continuer par raffermir, c'est l'état de droit qu'il faut chercher à construire pour protéger nos États. Oui, mais au même moment, ils nous envoient des fonds pour renforcer nos institutions, pour renforcer le niveau de notre démocratie. Mais là-bas, ils agissent pour éprouver disons le système qui est mis en... Oui, voilà. Ah oui, là je fais bien, je suis content que vous notiez cet aspect. Et c'est pour ça que chaque pays, surtout nos pays africains, nous ne devons pas perdre de vue que nos problèmes sont particuliers et il faut qu'on puisse travailler à régler nos problèmes. Les premiers problèmes que nous avons, c'est les problèmes de suivi de nos concitoyens, le problème du chômage, notre économie, et travailler tout en continuant par bâtir cette démocratie-là, continuer par savoir que nous devons nous protéger. Nous devons prendre des mesures pour raffermir, comment appelle-t-on, nos économies, le développement dans tous les secteurs vitaux. Et que ces gens-là, on ne peut pas toujours les attendre d'eux ce que nous devons faire avant d'avancer, avant de régler le problème. Votre mot de la fin, Expérience Tibet. Je voudrais profiter encore de ce plateau pour remercier le peuple béninois à continuer par nous soutenir, et malgré les heures chaudes, les heures de deuil que nous traversons avec les problèmes sécuritaires, je voudrais qu'ils soient rassurés que l'opposition prend davantage
a pris davantage conscience de son devoir envers eux, et que bientôt 2026 viendra apporter une lueur de joie et de paix dans nos maisons. C'est déjà la campagne, déjà au niveau de Expérience Tibet. On vous aura compris, président du Mouvement populaire de libération et membre influent du cadre de concertation des forces de l'opposition. Il était dans nos murs pour échanger avec nous sur l'actualité nationale, sous-régionale et internationale. Nous avons fait le tour du baobab, comme on le dit. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Merci pour votre fidélité. Merci Eric. Merci à vous, Franck. Espérance Tibet, merci. Non, c'est moi qui vous remercie. Merci. À très vite. Merci à toute l'équipe de réalisation. On se reprend dimanche prochain sur le même canal, à la même heure. Mes amis, c'est bien votre adjoint. Vous avez connu mes débuts, ce temps de galère et cette souffrance. Après, j'ai démarré mes activités grâce au microcrédit à l'AFIA. Je m'en souviens comme si c'était hier. C'était un crédit de 50 000 francs. Étant bien formé sur la gestion de mon crédit et mon commerce, j'ai remboursé régulièrement. Et ça m'a permis aujourd'hui de bénéficier d'un crédit de 100 000 francs et d'accroître mes activités. Vous aussi, vous pouvez être comme Adjoa. Vous êtes ancien ou nouveau bénéficiaire du microcrédit à l'AFIA. Vous pouvez désormais obtenir des crédits allant jusqu'à 100 000 francs.